Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Le groupe 3 présente donc sur le thème la démocratie en pratique. Donc il revient à Nadège Lindiak de présenter Société démocratique, participation et contrôle citoyen. Et Nadège, à 15 minutes, elle aura terminé à 23h16. Nadège. Bonjour à tous. Merci Maître Konaté. Merci Brigitte de me donner la parole. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté exposer sur ce thème de société démocratique, participation et contrôle citoyen. Pour commencer, je vais donner une petite définition concernant la société démocratique, même si ces valeurs ont été évoquées précédemment dans les débats. Il m'est important de vous la donner suite aux sujets qui vont suivre. La société démocratique, en fait, base ses principales valeurs sur la liberté, l'égalité et la solidarité des citoyens. Alors, la liberté d'abord, pour parler de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, du commerce et autres. Ensuite, l'égalité pour dire que les hommes naissent tous égaux et qu'un homme égale à une voix. L'égalité de même en termes de chance, de mérite, de traitement ou de considération. Enfin, la troisième valeur, la solidarité, qui, elle, permet à cette société démocratique d'équilibrer donc les droits et devoirs. Il est bien important de noter que la société démocratique n'est jamais totalement figée, mais elle est plutôt engagée dans des dynamiques qui le plus souvent marquent deux points, soit et devient donc un obstacle pour des populations quand elle est mal appliquée, quand ses valeurs principales sont ignorées, ou soit des progrès dans la concrétisation de ces valeurs. Je vais rapidement passer sur ce thème de démocratie, puisque ça a été dit. Notre sœur Aïssata l'avait évoqué aussi sur tout ce qui était inclusion. Donc, je vais passer là-dessus, sinon ça sera un peu long. Et je vais au contraire plutôt attaquer là la citoyenneté, puisque le citoyen est au cœur de la démocratie. La citoyenneté est le statut juridique, politique et social permettant à un individu d'une communauté politique et de participer à la vie politique de celle-ci. Et donc, cette reconnaissance lui donne droit à la participation et au contrôle citoyen de l'action publique. Et il faut dire que la participation du citoyen se fait à travers des groupements, exemple, le groupement des femmes, le groupement des minorités. Alors, je disais que tantôt que la citoyenneté est le statut juridique, politique et social permettant à un individu d'être reconnu comme membre d'une communauté politique
et de participer à la vie politique de celle-ci. Je me fais comprendre, s'il vous plaît? Je me fais entendre? Oui, c'est très bien. Alors, merci. Donc, cette reconnaissance lui donne droit à la participation et au contrôle citoyen de l'action publique, hein. Donc, la participation passe par groupement. Exemple, groupement des femmes, groupement des minorités, les mouvements des jeunes citoyens, les associations, les syndicats, les coopératives et autres, hein. Et pour soutenir ces explications, je vais donner deux exemples concrets de la participation et contrôle citoyen de l'action publique, hein. Alors, mon premier exemple sera un cas français, l'association Parlement et Citoyens, qui exerce depuis fin 2012, début 2013 par là. Et le projet a été la mise en place, hein, d'une plateforme, hein, pour faciliter le dialogue entre parlementaires et citoyens. La méthode est la suivante, hein. Le parlementaire qui veut rédiger une proposition de loi s'approche de cette plateforme et propose, grâce à une vidéo, à ses citoyens, le sujet de loi à proposer, la méthode qu'il veut adopter, les solutions qu'il veut traiter, les moyens dont il dispose et enfin les résultats qu'il espère avoir. Ensuite, met à contribution cette vidéo sur le site. Et en retour, les citoyens visualisent et apportent des idées, réagissent et entreprennent sur un dialogue avec le parlementaire. Cette participation, on remarque bien qu'elle amène au final à une co-construction du projet de loi entre le parlementaire et le citoyen, qui sera donc finalement soumis à l'Assemblée. Et mon deuxième exemple de participation et contrôle citoyenne sera un cas mexicain. Et il est bien important de noter qu'au Mexique, le contrôle citoyen existe depuis de nombreuses années. Il est vraiment bien euh, utilisé par les citoyens. Au sein du Parlement mexicain, il existe donc plusieurs organisations soucieux des affaires, hein, du Parlement et de son déroulement. Et donc, ces organisations ont eu l'idée de se rassembler dans le but de peser davantage, hein, sur certains projets de loi au niveau thématique. Et cette idée de rassemblement a donné le nom de l'initiative Parlement ouvert. Le but étant de faire en sorte que le Parlement soit plus proche de ses citoyens et vote des lois plus en adéquation avec les nécessités des populations. Eh bien, chers auditeurs et éditrices, j'aurais bien voulu vous donner un troisième exemple en Afrique, puisque nous y avons plusieurs États démocratiques, mais hélas, je n'ai pas trouvé d'exemple adéquat à mes précédentes explications. Je n'ai pas trouvé d'exemple bon, sans torture, sans participation de contrôle. Je n'ai pas trouvé d'exemple sans intimidation, sans magouille, sans exil, et pire encore, des exemples sans mort. Eh bien, souffrez que je passe rapidement au constat et qu'ensemble, dans la deuxième partie du débat cité qui aura lieu dans une semaine, nous réfléchissions chacun à son niveau, de son apport aux solutions à donner à ce grand. Donc, je vais rapidement conclure, mais donner une partie. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, la partie solution de mon thème. Je vais quand même vous le donner rapidement. Dans le contexte de la participation et du contrôle citoyen, euh, les solutions restent multiples concernant la démarche d'exécution pour un bon contrôle, hein. Une synergie d'action entre société civile, les collectivités décentralisées, les médias, où les citoyens restent cependant très importants pour réussir le contrôle citoyen. La transparence et l'accès équitable à l'information constituent des éléments clés et pour finir, la disposition des aptitudes
et capacités nécessaires. Je répète bien, la disposition des aptitudes et des capacités nécessaires des citoyens pour influencer efficacement les décisions qui les concernent directement. Donc, pour conclure sous plusieurs angles, la démocratie est le meilleur et le plus juste des systèmes de gouvernance puisqu'elle pose d'ores et déjà fondamentalement le dialogue entre électeurs et élus et permet de planifier et de réajuster les programmes mis en place par ces acteurs dans le but de garantir l'ordre social et le bon fonctionnement de la société. La diversité du contrôle citoyen nous montre qu'il n'y a pas une seule façon d'exercer son droit de contrôle parfait. Et donc, je peux dire que les élections en Afrique pourraient être un rendez-vous de réelle participation et de contrôle citoyen dans nos États, si et seulement elles étaient libres, transparentes et reflétaient la vérité des urnes. Si et seulement les citoyens eux-mêmes votent en âme et conscience sur la base du bilan des sortants qui sollicitent leur suffrage ou la base du projet de société du programme qui leur est soumis. Je vous remercie. Merci beaucoup Nadège. Je reviens donc à Amine, justement sur l'état de droit en question. Bonsoir maître, bonsoir à toutes et à tous. Le thème que tu m'as demandé de traiter, c'est celui de l'état de droit en question. L'état de droit en question, c'est un sujet qui est important pour nous en ce moment, puisque quand on parle d'état de droit, on parle des principes qui sont fondamentaux, comme la primauté de la loi, on parle de l'indépendance de la justice, on parle du respect des droits de l'homme, on parle de la séparation des pouvoirs et on parle aussi du fait que chaque citoyen, chaque institution, chaque bonhomme qui vit dans nos pays doit être soumis aux mêmes lois pour assurer justement non seulement une gouvernance équitable et juste, mais aussi un accès équitable et juste aux biens publics. Et donc l'importance de l'état de droit, c'est une question qui ne peut pas être sous-estimée, puisque quand on parle d'état de droit, on parle de la protection des droits fondamentaux, on parle de la prévention des abus de pouvoir, on parle de la promotion de la justice et de l'égalité, on parle du renforcement, bien sûr, de la démocratie, on parle aussi du renforcement de la gouvernance ainsi que de la participation des citoyens à la gestion de la chose publique d'une certaine manière. Alors, je vais prendre une approche rapidement historique et évolutive en rappelant que l'état de droit sur notre continent peut normalement être marqué par plusieurs étapes. On peut parler de la période d'avant la colonisation avec des systèmes de gouvernance qui étaient basés sur des structures traditionnelles et coutumières dans les sociétés sans État. On peut aussi parler de sociétés hiérarchisées, comme par exemple les royaumes sahéliens, où on avait un système étatique qui fonctionnait de manière centralisée dans les royaumes sahéliens, le royaume du Congo par exemple, ou même l'empire d'Abyssinie. On peut aussi rappeler que l'arrivée de la colonisation va introduire des systèmes juridiques européens qui vont perturber les structures locales existantes en supprimant bien souvent de manière brutale les structures existantes et puis en créant des défis supplémentaires pour l'établissement d'institutions étatiques solides. Après les décolonisations, eh bien, la formation de nos nouveaux États va aussi créer de nouveaux problèmes. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Moi, je vais davantage parler de la construction de l'état de droit aujourd'hui et surtout l'existence de l'état de droit qui est souvent remise en question. Je voudrais juste rappeler ici quelques faits qu'on doit toujours rappeler. Dans les États du Sahel, par exemple, ces États couvrent des superficies qui sont immenses. La superficie moyenne des États du Sahel, c'est 819 195 km². J'ai plus le temps de calculer pour voir. Si on prend l'ensemble des pays du Sahel, on a une superficie moyenne par État de presque 1 million de km². C'est une étendue géographique qui est immense et qui rend difficile la gestion et la prestation des services publics sur l'ensemble de ce territoire, et particulièrement ce qu'on appelle les zones
rurales éloignées. En réalité, dans le Sahel, tout est éloigné de la capitale, en règle générale. Et on va prendre un indicateur clé comme l'accès aux services de santé. Le taux moyen d'accès à un centre de santé dans les États du Sahel, je parle spécifiquement du Sahel, c'est, on va dire, à peine 40% de la population, c'est seulement 40% de la population qui a accès à un service de base, en fait. Ça signifie que la majorité de nos citoyens n'a pas du tout accès à des soins de santé. C'est pareil pour l'état civil. Si on prend l'état civil, le taux moyen d'enregistrement à l'état civil dans le Sahel, c'est environ 56%. Ça signifie qu'une personne sur deux n'a pas de document d'identité officielle. Et ça, c'est vraiment, j'ai pris la moyenne, hein, en règle générale, parce que dans d'autres pays où c'est avancé, dans la majorité d'entre eux, c'est même pas 50%. Et si on parle de l'éducation, on a aussi un accès extrêmement limité. Et quand on parle des infrastructures routières, par exemple, c'est même hallucinant. Le linéaire moyen en termes de route est de 0,02 km de route par kilomètre carré dans le Sahel. Ça signifie que les réseaux de transport sont sous-développés ou inexistants, ce qui rend difficile le déplacement des biens et puis des personnes. Et donc, quand on parle d'État, il faut se rappeler que les gens ont besoin aussi de voir l'État. Or, l'État, on ne le voit pas. Et notre indicateur, c'est le coefficient Gini en Afrique. Avec un coefficient, ce coefficient Gini mesure les inégalités de revenus dans un pays où 0 va représenter une égalité parfaite et 100 une inégalité maximale en général. Et en Afrique, ce coefficient va bien sûr varier d'un pays à l'autre. Mais si tu prends par exemple l'Afrique du Sud, on tourne autour de 63, la Namibie 59. On va parler par exemple l'Afrique subsaharienne en moyenne, c'est entre 43 et 45. Et donc pour l'ensemble de notre continent, ce coefficient montre qu'il y a des inégalités des inégalités de revenus qui sont quand même hallucinants. Et ça se traduit par un nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté qui est énorme. On a plus de 422 millions de bonhommes dans le continent, d'après la Banque mondiale, qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Et là même, la Banque mondiale, en fait, elle est, je dirais, elle est généreuse en réalité. Parce que quand on voit que une bonne majorité des familles sur le continent vivent avec moins de 1 000 $ par an, ça vous dit en fait où est-ce qu'on se trouve en termes d'inégalité. Donc, alors, on a un continent qui est extrêmement inégalitaire. Et ces indicateurs, en fait, montrent que à l'extérieur des villes, et spécialement à l'extérieur des capitales, nous avons des superficies, si tu veux, qui ne savent pas, des espaces qui ne savent même pas que l'État existe. Donc, pour les citoyens et j'utilise même le mot population au lieu de citoyens, parce que la majorité d'entre eux n'ont pas accès à l'état civil. Donc, du coup, c'est pour ça que les Africains aiment souvent parler de population au lieu de parler de citoyens. Quand on parle de population, techniquement parlant, puisqu'il n'y a pas d'état civil, ça veut dire que pour ces personnes, l'État, il existe de manière théorique. Souvent, ils n'en ont même pas entendu parler. Il n'a aucun impact, en fait, sur leur quotidien. Or, la construction de l'état de droit, en fait, ça veut dire tout autre chose. Nos pays sont confrontés donc à ces inégalités qui sont énormes, mais en plus de ça, il y a des instabilités qui sont souvent exacerbées par, bien sûr, le changement climatique. Tout le monde le rappelle en ce moment. Des instabilités politiques, des instabilités des institutions. Il y a la corruption. Il y a le clientélisme qui va détourner les ressources publiques pour des intérêts privés. Mais tout ça, c'est la présentation classique. Maintenant, on va essayer de regarder les choses un tout petit peu plus en détail. Alors, un État, il existe et il est fonctionnel que s'il est ressenti par les citoyens. Autrement dit, la présence de l'État doit être ressentie à travers la présence effective des services publics, du système éducatif, d'un système de santé, des services de police pour assurer la sécurité. Dans la majorité des cas, il n'existe
ces services n'existent pas à l'extérieur des grandes villes. Ils n'existent pas, ce qui fait que la majorité de nos citoyens ne sont même pas connus par les administrations. Alors, est-ce que l'État de droit peut véritablement fonctionner si l'État ne connaît même pas ses citoyens? Tu vois. L'absence d'état civil, c'est un très bon exemple. L'absence d'infrastructures publiques, l'absence de sécurité, l'absence de protection sociale, tous ces facteurs rendent difficile, voire impossible, je dirais, la pratique de l'état de droit aujourd'hui. Parce que tout le monde parle de justice, de démocratie, d'élection, mais on a des citoyens qui sont fantômes. Et d'autre part, sur le plan institutionnel, la capacité, l'indépendance et la capacité du pouvoir judiciaire que tout le monde appelle de ses voeux, bah, cette indépendance, cette capacité, elle va être compromise par des pressions politiques, mais aussi surtout le manque de ressources. La démocratie est censée être portée par le peuple qui va commander aux politiques publiques et aux décisions politiques d'intérêt national à travers le Parlement. Or, le Parlement manque souvent de pouvoir réel et de contrôle sur l'exécutif lui-même. Et le manque de transparence et de responsabilité va rendre difficile justement de tenir les dirigeants responsables de leurs actions. Parce que ces dirigeants qui sont élus, souvent, on se demande même s'ils sont élus. Euh, on peut, par exemple, prendre le fait que les élections sont effectuées par des citoyens qui n'existent même pas en réalité, puisque l'état civil n'existe même pas. Tu vois, donc il y a énormément de problèmes quand on parle d'état de droit. Moi, j'aimerais vraiment aller dans les détails. Alors, pour surmonter ces défis, souvent, il y a eu plusieurs approches, puisqu'on parle de construction, qui ont été envisagées. On va parler de renforcer l'indépendance judiciaire en garantissant la liberté et l'impartialité des juges. On va aussi ajouter que la promotion de la transparence et de la responsabilité doivent être réalisées en établissant des mécanismes de surveillance et de reddition de comptes. Et puis, on va aussi ajouter que la décentralisation ou l'autonomisation locale vont permettre une gestion plus proche des citoyens en déléguant des pouvoirs à des élites locales ou bien à des gouvernements locaux. Mais dans la pratique, comment est-ce qu'on peut réussir à créer une justice indépendante quand l'État n'a même pas les moyens de se déplacer au-delà des grandes villes et au-delà des capitales? Comment est-ce qu'on peut réussir à créer un système de reddition des comptes quand le citoyen n'a pas de prise réelle sur les personnes qui sont censées le représenter? Et comment est-ce qu'on peut décentraliser de manière effective quand le système central lui-même a encore du mal à fonctionner, y compris au niveau des capitales, faute de moyens financiers, faute aussi de moyens humains, ou tout simplement parce que, aux yeux des élites, le citoyen lui-même n'existe pas. Il y a énormément de projets de renforcement de capacités, par exemple, le renforcement de l'état de droit, qui tentent de mettre l'accent sur le renforcement des capacités des acteurs judiciaires, des acteurs administratifs, qui sont essentiels, nous dit-on, pour améliorer les compétences et les connaissances des fonctionnaires. On a aussi souvent entendu dire que la sensibilisation, parce que souvent j'entends parler de ça, l'éducation citoyenne doivent être promues pour encourager une culture de la légalité ou de la participation. On a aussi beaucoup écrit sur comme quoi il est important de soutenir les médias indépendants, les sociétés civiles pour créer un espace de dialogue et de critique constructive. Mais toutes ces propositions, toutes ces actions vont buter systématiquement sur les mêmes défis, qui sont les défis de la pauvreté, les défis de l'incapacité de l'État à se déployer sur son propre territoire, et puis bien sûr le défi de l'instabilité, de la très grande instabilité politique. Donc, il y a eu ici et là même des coopérations avec la Banque mondiale, par exemple, les Nations unies, pour essayer d'apporter un soutien technique aux États. Mais on va toujours buter au même problème. Ça veut dire qu'on ne va pas, en fait, on n'a jamais essayé de comprendre d'où vient la faiblesse même de la possibilité de construire un État de droit en Afrique. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas fait en Afrique. Ça se fait. On a des exemples où, quand même, depuis plusieurs années, des États essayent de construire l'État de droit progressivement. Et pour le faire, ils l'ont fait, je pense, en essayant de faire en sorte que l'État puisse se déployer au-delà des villes, au-delà des capitales. Le Ghana est un très bon exemple. Sur les 40 dernières années, ils ont fait des progrès remarquables en étendant la présence de l'État dans pratiquement tout le pays. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure du linéaire de route. Alors, au Ghana, il a augmenté de manière significative. Il est passé de 27 000 km en 1980 à plus de 78 000 km en 2020. Ces efforts ont permis d'améliorer les possibilités de transport, les possibilités de déplacement des citoyens
et a permis aussi à l'État de se déployer de manière un peu plus efficace. Le pays a aussi investi énormément dans le secteur de la santé, construit, rénové plus de 1000 centres de santé dans les zones rurales. On est passé à un taux de couverture sanitaire qui est d'environ 60% en 2020. Et ça, c'est énorme. Je parlais du Ghana. Je parlais du fait que ils ont amélioré la couverture sanitaire, par exemple. Tu vois. Ils sont passés à un taux de couverture sanitaire qui a atteint 60% en 2020. J'imagine on est en 2024. Il doit être supérieur à ça aujourd'hui. L'éducation, c'est pareil. C'est un axe majeur de développement. Et c'est aussi un facteur, normalement, qui permet à l'État d'être présent. Donc, au Ghana, on est passé à un taux de scolarisation qui a atteint 95% dans le primaire. Contre 70% dans les années 90 et beaucoup moins que ça dans les années 80 et dans les années 70. Mais surtout, ils ont fait des efforts énormes dans l'enregistrement à l'état civil. Donc, il y a aujourd'hui plus de 80% des naissances au Ghana sont enregistrées, contre moins de 50% il y a 20 ans. Et ça assure que tous les citoyens, y compris les citoyens qui vivent dans les zones les plus reculées, soient reconnus officiellement par l'État. Et donc, ils vont sentir qu'il y a un État. Un autre exemple, c'est la Tanzanie. La Tanzanie, c'est un exemple remarquable, on a vu, de la construction de l'État de droit. L'État de droit à travers non seulement des réformes, mais surtout des investissements constants dans la présence de l'État à l'échelle nationale. En 80, par exemple, à partir des années 80, la Tanzanie a entrepris des réformes politiques, surtout pour renforcer ses institutions et puis être présente pour que ces institutions soient présentes dans l'ensemble du pays. Sur le linéaire, moi j'aime bien l'exemple des routes parce que ça montre que l'État est là. On est passé quasiment en 40 ans d'environ 25 000 à plus de 86 000 kilomètres de linéaire. Pareil, dans le domaine de la santé, on a atteint une couverture sanitaire de plus de 65% dans les années 2000, par exemple. Le taux de scolarisation au niveau du primaire, c'est 97% en 2020. Pareil, les campagnes d'enregistrement à l'état civil ont été accrues et on est passé aujourd'hui à 75% contre 45% il y a à peine 20 ans. Le Kenya, c'est encore un autre exemple. Donc, je peux citer en fait tous les exemples des pays qui ont investi dans la présence de l'État au niveau du territoire. Et on construit l'État de droit justement en faisant en sorte que l'État puisse être présent auprès des citoyens et ne soit pas simplement un appareil fictif gardé dans les capitales, comme on le voit souvent dans les pays du Sahel. Donc pour moi, au-delà de la discussion autour du droit, parce que je ne suis pas juriste, je suis incapable de parler de droit, je ne suis absolument pas formé et je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Je constate simplement que partout où l'État a essayé d'être présent, eh bien, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont déployés justement pour que les droits soient garantis et protégés, pour réduire les abus de pouvoir, pour promouvoir la justice et l'égalité, pour renforcer surtout la gouvernance et la participation active des citoyens. On l'a vu récemment, par exemple, au Kenya. Et ça, c'est la conséquence, justement, ce qui s'est passé au Kenya, c'est la conséquence, justement, du fait que pendant les 40 dernières années, des efforts ont été déployés pour que l'État sorte des capitales et soit visible, justement, à travers ses actions. Et donc, ça amène les citoyens, d'une certaine manière, à se sentir aussi concernés et à s'impliquer. Et effectivement, si les choses ne fonctionnent pas, ils sont capables donc de rappeler l'État à l'ordre. Je rappelais dans un space précédent que le Kenya, en Afrique subsaharienne, c'est l'un des pays qui a le taux de recouvrement, l'un des taux de recouvrement fiscal ou fiscaux les plus élevés. Donc, puisque l'État est présent partout, les citoyens donc contribuent, ils payent, ou ils sont forcés de payer, mais dans tous les cas, ils payent.
Alors, il est impératif de considérer que, au-delà des dynamiques historiques et matérielles qui ont conduit à la constitution des États faibles, il y a quand même des possibilités. Mais je dois aussi dire, hein, d'une certaine manière, que nos États sont faibles parce que les modes d'exploitation coloniale, post-coloniale, ont délibérément créé des structures étatiques qui sont fragiles, qui sont incapables de répondre aux besoins de nos citoyens. Nos États ont été conçus pour être exploitables, pour servir les intérêts des puissances coloniales d'abord, à l'époque, et puis des élites locales et des élites internationales aujourd'hui, et même des pays étrangers. Et donc, on va continuer, et ces États continuent à perpétuer un système d'exploitation, normalement, pas simplement des ressources naturelles, mais y compris aujourd'hui des ressources humaines de nos pays. Et donc, cette réalité, je dirais, historique et matérielle, explique en grande partie pourquoi la présence de l'État, elle est souvent limitée aux grandes villes et pourquoi est-ce que les services publics essentiels vont parvenir difficilement à atteindre justement les mondes en dehors des capitales. Maintenant, si on s'inspire des exemples du Ghana, de la Tanzanie, du Kenya, il est clair que on peut construire l'État de droit en Afrique, on peut le faire, mais ça nécessite qu'on puisse le faire avec une approche qui est différente. Ce n'est pas simplement une approche juridique, parce que j'ai l'impression qu'on s'attarde souvent, malheureusement, sur une approche purement juridique. Moi, je conclurai en disant que les pays qui sont en ce moment en transition euh, nous offrent aussi une opportunité de réflexion pour pouvoir justement euh, identifier les types de fondations dont nous avons besoin pour construire un avenir stable où l'état de droit va avoir légion. Et on doit accepter de se poser des questions compliquées. Comment garantir, par exemple, que ces réflexions que nous allons conduire pour susciter des réformes puissent être mises en œuvre et puissent bénéficier de manière effective à tout le monde et pas simplement aux élites urbaines. Quels sont les mécanismes que nous devons inventer pour assurer une participation citoyenne qui soit réelle et qui soit effective dans les processus, par exemple, de construction de l'état de droit. Comment nous assurer que nos États puissent mobiliser aussi les ressources nécessaires pour étendre leur présence, justement, et les services publics sur l'ensemble du territoire. Quand on est un pays vaste, par exemple, le Tchad, 1 284 000 km², le Niger, plus d'1 120 ou 130 000 km², mais avec des pays qui sont extrêmement faibles sur le plan financier, extrêmement faibles sur le plan économique, extrêmement fragiles sur le plan social, sur le plan politique. Comment est-ce qu'on peut véritablement parler de la construction de l'état de droit dans ces contextes qui sont marqués aussi par les inégalités et puis des politiques économiques qui, malheureusement, sont prédatrices et vont continuer à produire des disparités qui ont aussi vocation à se perpétuer, malheureusement. Donc, pour moi, la question centrale demeure, en fait, comment construire un état de droit qui soit réellement inclusif, qui soit capable de répondre à nos besoins, aux besoins de tous nos citoyens qui vivent dans les villes ou qui vivent dans les zones rurales les plus éloignées, dans un système économique mondial qui, malheureusement, en ce moment, et même un système économique africain qui, malheureusement, en ce moment, ne va pas permettre que nos États soient effectivement souverains. Donc, je n'ai pas de solution à mettre, mais j'ai beaucoup plus de questions et des interrogations voilà, donc qui sont plutôt très concrètes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Amine, pour cette présentation plutôt pratique et dynamique de l'état de droit en question. Et bien évidemment, tu t'interroges autant qu'on t'a demandé à interroger et à t'interroger également. Je vais donc reprendre la suite justement du groupe 3 et de la présentation faite dans le cadre du groupe 3, en prenant bon soin de remercier donc toutes les personnes qui ont présenté, mais particulièrement Nadège Nidiak elle-même, Amine Idriss, et le troisième qui va donc compléter le groupe 3 sur la démocratie en pratique, et notre ami Dani Aïda, qui va donc parler de l'impact du droit communautaire dans la consolidation de la démocratie. Bien évidemment, Dani Aïda a 15 minutes, à minuit 1 minute, il doit s'arrêter. Dani.
Merci pour l'invitation. J'ai été invité à échanger, à partager sur l'impact du droit communautaire dans la consolidation démocratique. En un mot, les normes africaines, les normes démocratiques africaines. Je vais le faire en me référant au fait à ces quatre États souverains africains qui sont organisés, qui fonctionnent à leur manière et qui, au cours des années 90, euh, sur la base d'un certain nombre de revendications et de consultations, ont mis en place des règles de gestion publique qu'on connaît. Alors, la très grande majorité de ces pays ont adopté de nouvelles constitutions et instauré des états de droit qui connaissent des fortunes diverses. Tout à l'heure, Amin Idriss nous en a parlé. Sur papier, donc, sont des états organisés comme tels. Alors, les normes institutionnelles et constitutionnelles qui ont été adoptées à l'échelle de ces états sont d'inspiration diverses et des transformations qu'on a constatées au niveau national ont eu quand même une certaine incidence sur des efforts qui concomitamment étaient menés à l'échelle de certains ensembles sous-régionaux. Donc, ces règles-là, au niveau continental comme au niveau sous-régional, méritent d'être connues pour voir dans quelle mesure elles impactent la gouvernance au niveau étatique. Donc, je crois que c'est ça le sens de mon thème. Alors, dans le cadre de ce space, je vais essayer de jeter un regard sur ce droit communautaire africain, explorer les mécanismes qui existent et aussi questionner leur niveau d'application et d'efficacité, s'il y en a. Et je commencerai par dire qu'il y a pas mal de réflexions et de production intellectuelle sur cette thématique. Par exemple, Peter Enyango a parlé de Regional Integration in Africa en parlant d'un agenda infini. Et il y a Carlos Lopez qui a aussi écrit sur le thème Policies and Practices for Regional Integration in Africa. Et le troisième auteur qui me plaît, que j'aime lire, c'est Tandika Kandiware, Economic Development in Africa, Reclaiming Policy Space, Domestic Resources, Mobilization and Developmental States. Alors, c'est un thème intéressant parce que il y a une dynamique communautaire en Afrique qui est foisonnante, des expériences au quotidien assez intéressantes. Et je préciserai que certains éléments des réflexions que je partage avec vous procèdent aussi de recherches que je mène personnellement dans le cadre d'un essai qui va paraître avant la fin de cette année sur le thème Africa Under Construction, State, Political Change and Development. Alors, qu'est-ce que les situations suivantes ont en commun? Je pose la question à ceux et celles qui m'écoutent. Par exemple, les sanctions de la CEDEAO contre l'État du Niger à la suite du putsch contre le président Bazoum. Voilà un fait précis, connu. Un autre fait, ce sont les interventions récentes des armées de East African Community, donc la communauté d'Afrique de l'Est, et puis des armées de la SADC à l'est de la RDC pour instaurer la paix dans cette région qui connaît des conflits récurrents depuis une trentaine d'années. Un autre fait, des observateurs, et ça c'est multiple d'ailleurs, observateurs estampillés de l'Union africaine qui débarquent dans tous les pays où il y a élection et qui à la fin proclament la façon dont ils ont vu ces élections se dérouler. Un troisième fait, un quatrième plutôt là, c'est la prise de position récente d'un parlementaire sénégalais sur les récentes réformes constitutionnelles au Togo qui ont eu pour conséquence de perpétuer la dictature dans ce pays. Voilà des faits qui sont pas anodins, qui interviennent sur le continent, qui se rapportent à des pays et à des situations connues. Alors, je voudrais dire qu'il y a des normes démocratiques en Afrique qui sont issues d'un certain nombre d'ensembles qui déterminent des faits et sur la base desquels on peut apprécier des phénomènes divers. Il y a la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007. Cette charte-là
a été adoptée en 2007 et qui vise à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent. Elle établit des principes fondamentaux tels que le respect des droits de l'homme, l'état de droit, la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne. La même charte encourage la tenue d'élections libres et équitables ainsi que le respect des résultats électoraux. Elle souligne l'importance de la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice pour garantir un système démocratique efficace. Enfin, cette charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance appelle les États membres de l'Union africaine à prendre des mesures concrètes pour renforcer leurs institutions démocratiques et promouvoir la participation citoyenne. Voilà une des normes africaines qui mérite d'être connue, étudiée, et qu'on sache dans quelle mesure elle est appliquée par les États et les ensembles régionaux, y compris l'Union africaine elle-même. Il y a aussi le MAEP, dont on parle peu, mais qui existe, qui est appliqué. C'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Alors, ce MAEP-là est un instrument de l'Union africaine également qui vise à encourager la gouvernance démocratique et le développement économique en Afrique. Il repose sur un processus volontaire dans lequel les États membres se soumettent à une évaluation mutuelle de leur politique et pratique en matière de gouvernance. Et plusieurs pays se sont prêtés à cela. Le MAEP repose sur des principes de transparence, de redevabilité, de participation citoyenne et de dialogue entre les pairs. Des experts d'un pays se rendent dans un autre pays pour évaluer les politiques publiques sur la base d'un certain nombre de référentiels, de critères et puis de cadres d'évaluation assez transparents, et en accédant à des données concrètes de ce pays-là, et sur cette base, formule des recommandations pour que le pays concerné puisse améliorer ses pratiques et, si nécessaire, ses normes. Voilà aussi une pratique qui est intéressante et qui a produit quelques résultats. Autre initiative en Afrique qui se rapporte à la gouvernance et à la démocratie, à la co-construction donc, du développement en Afrique, il y a le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est une initiative visant à promouvoir le développement économique et social du continent. C'est un partenariat qui vise à renforcer la coopération entre les États africains, les organisations régionales et internationales, et aussi le secteur privé pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté sur le continent. Notre ami Amin ici en sait, puisqu'il travaille dans cette organisation. Et c'est une expérience africaine et qui, quand même, postule par rapport à un certain nombre de principes qui devraient interpeller les hommes et les femmes qui ont des responsabilités dans leur pays et qui savent qu'il y a des interconnexions entre ces différents États. Pour voir les choses maintenant au niveau des sous-ensembles du continent international, la CEDEAO, on parlerait là du protocole de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce protocole a été adopté en 2001. C'est un instrument essentiel pour promouvoir et protéger les principes démocratiques au sein des États membres de la CEDEAO. Ce protocole vise à garantir le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des valeurs démocratiques au sein de la région ouest-africaine. Il établit aussi des normes, des mécanismes pour assurer la transparence et la responsabilité, ainsi que la participation citoyenne dans les différents États membres. Alors, en vertu de ce protocole, les États membres de la CEDEAO se sont engagés à respecter les principes démocratiques, notamment l'organisation d'élections libres, justes, respect de l'état de droit, protection des droits de l'homme, des libertés fondamentales et autres. Alors, la CEDEAO aujourd'hui, c'est 15 États. Ce protocole est adopté depuis donc 23 ans. Où est-ce qu'il en est? Ben, écoutez, c'est l'ensemble, la sous-ensemble à côté de la SADC quand même, l'un des ensembles les plus aboutis sur le plan des normes, sur le plan aussi de certaines pratiques en termes de partage, de circulation des personnes, des biens. Mais sur le plan politique, il faut avouer que ce protocole, par-delà ce qu'il comporte, pose problème parce que son application n'est pas effective. Vous serez surpris
d'apprendre que la CEDEAO, lors de son dernier sommet, a félicité l'État du Togo, qui vient allègrement et à ciel ouvert de violer la constitution du pays, en modifiant ses constitutions en plein processus électoral, en instaurant un nouveau régime après que le président en poste a fait 4 mandats, et tout cela en violation de ce protocole dont je viens de parler. Et au lieu de se taire ou alors de réagir autrement, eh bien, cette CEDEAO-là, dominée par des chefs d'État qui se soutiennent entre eux, a félicité l'État du Togo d'avoir réussi à berner son peuple. Donc, il y a d'autres mécanismes sur le continent, comme les principes et lignes directrices qui régissent la SADC. La SADC, c'est la communauté de développement de l'Afrique australe, et qui a été mise en place depuis 2004 et qui fait quand même ses preuves, parce que la plupart, sinon presque tous les États de l'Afrique australe sont des États démocratiques qui font leur chemin, qui sont redevables vis-à-vis de leur peuple, à l'exception d'une certaine toute proportion gardée de Zimbabwe, où depuis Mugabe jusqu'à Mugabe actuellement, il y a quelques soubresauts. En 2004, la SADC a adopté des principes et lignes directrices pour régir des élections démocratiques au sein de cet ensemble. Et quand il y a élection dans un pays, de façon précoce, des délégations sont envoyées. Le secrétariat de la SADC fonctionne assez bien. L'accès équitable aux médias, la sécurité des électeurs, la vérification indépendante des résultats sont des choses sur lesquelles cet ensemble se permet de se prononcer régulièrement. Et voilà. J'ai déjà parlé de East African Community. Donc, en gros, voilà quelques dispositions ou dispositifs qui existent, qui auraient dû contribuer au niveau supra-étatique à ce qui est d'avancement. Alors, comment ces États, je suppose qu'il me reste environ 6 minutes, comment ces États africains respectent ces normes-là? Les fortunes sont diverses. Divers pays, il y a divers niveaux d'engagement et de mise en œuvre. Il y a des questions d'inégalité, de corruption, de dictatures qui sont encore là et qui ont du mal à se transformer malgré les tests qui ont été adoptés. Il y a des progrès réalisés quand même dans certains pays, comme le Botswana, le Cap-Vert, le Ghana, la Zambie, le Kenya, entre autres. Et puis, des revers dans d'autres pays, comme celui dont je viens de parler à l'instant, le Togo. Un pays comme la Guinée-Bissau stagne, alors que son voisin, qui était même son jumeau, le Cap-Vert, est plutôt un bon exemple. Dans les pays d'Afrique centrale, il y a de très vieilles dictatures qui aussi survivent là. Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, Gabon, il y a eu coup d'État, une transition en cours. Donc, le Cameroun, une très vieille dictature qui a du mal à se réformer. Et voilà, donc ça, c'est des situations qui interpellent. Ou des normes au niveau de ces pays-là, des sous-ensembles n'ont pas d'incidence réelle sur la situation de ces pays membres. Et il faut donc, en termes de solutions, repenser les rôles des institutions régionales dans les crises et aussi au niveau des États membres. C'est valable aussi bien pour la région de la CEDEAO, c'est valable également pour la région d'Afrique de l'Est. Et en termes de stratégie, donc, pour l'application de ces normes, en termes d'avancement collectif du continent, puisque les Africains ont compris que la démocratie est utile pour la stabilité et le fonctionnement de leurs États, il y a lieu d'assurer une appropriation nationale de ces normes. Il ne suffit pas que des experts de haut niveau élaborent des tests et que des chefs d'État ou des ministres se réunissent pour les adopter. Il ne suffit pas que les parlements les ratifient pour que ça marche. Il faut une appropriation par des citoyens membres de ces ensembles. Il faut plus de réflexion et de production intellectuelle. Il n'y en a pas assez. À part des ministères de ces différents pays qui se retrouvent en séminaire atelier, ils adorent cela, ça coûte très cher aux États, mais on n'en sort rien, on fait la même chose l'année suivante. Il n'y a pas assez de partage sur le plan intellectuel. Les idées, il y a une crise de la pensée, en tout cas à travers le continent. Les universités ne produisent que des diplômés, mais pas assez de gens qui sont cultivés et qui comprennent les vrais enjeux de développement et de la gouvernance. Et il faut rendre effective l'intégration et la libre circulation.
Un exemple pratique qui me concerne, je passe 7 heures de temps à l'aéroport de Douala, je détiens un visa de Gabon, je vais aller au Tchad. Et puis voilà, il m'a pris 1 heure de temps pour négocier avec le commissaire de l'aéroport, de m'autoriser à aller à Douala, à rester à l'hôtel, plutôt que de moisir à l'hôtel pendant 7 heures à l'aéroport. Vous voyez ça, c'est banal comme ça, mais vous dire qu'il y a énormément de tests qui sont votés, même pour des choses simples qui peuvent promouvoir l'économie de ces pays, on a du mal à le faire. Donc, rendre effectif la circulation, la libre circulation des personnes, et ne pas bloquer des gens juste parce que on est dans un État souverain, cela peut aider beaucoup à avancer. Il faut aussi rendre des décisions des instances régionales applicables, c'est-à-dire le Parlement de la CEDEAO qui prend des décisions que les États n'exécutent pas, et cela n'est pas une bonne chose. Donc, au niveau aussi bien législatif que juridictionnel, il faut qu'on sente des avancées. Il faut élire les membres des parlements régionaux et du Parlement continental, au lieu que ce soit des élus nationaux qui sont cooptés pour siéger dans ces instances-là. Il vaut mieux que les peuples les élisent, et en ce moment, ils seront redevables à ceux qui les élisent, en espérant que ces élections soient transparentes à la différence d'autres. Je conclus en disant que la société civile africaine a un grand rôle à jouer pour mettre beaucoup plus de pression sur ces États, faire en sorte que les tests que ces États ratifient, ces tests soient appliqués en réalité. Nous apprenons beaucoup de leçons, des efforts de co-création de ces normes politiques, mais il faudrait que dans leur application aussi, on puisse amener les décideurs à rendre compte et qu'au finish, la gestion des affaires se fasse plus efficacement en dépit plutôt de cette difficulté, pour qu'on ait le sentiment qu'on progresse, et que ici comme ailleurs, les problèmes doivent trouver des solutions et que cela nous incombe tous. Merci, et je suis prêt à revenir plus tard à la phase prochaine. Merci maître et merci aux collègues. Merci Denis pour cette présentation. Donc nous abordons le 4e et dernier groupe d'intervention, le groupe 4, où nous allons écouter des interventions sur le thème perspective démocratique. Et donc nous allons écouter une présentation de Frau Herr sur les enjeux et les perspectives démocratiques. Et ensuite, Maître Konaté prendra la parole pour nous parler de la démocratie en tant qu'essence et de perspective universelle. Et ensuite, nous aurons la conclusion de Maître Konaté. Frau Herr, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous vois. Ouvrez votre micro. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Bonsoir à tous mes aînés et à tous ceux qui sont dans l'assistance que je connais ou ceux que je ne connais pas. Et puis, je vous remercie de me donner une place au sein, franchement, d'un panel qui était de très grande qualité, comme on touche à la fin. Ça sera en même temps mon mot de remerciement. Je suis resté vraiment connecté, ne rien perdre des différentes interventions de tout le monde. Du coup, j'ai dû élaguer un peu ce que j'avais prévu de base. Et ce que ça m'a inspiré en entendant un peu tout le monde, en prenant les avis des aînés, des uns et des autres, c'était de savoir pourquoi je m'arrêtais au feu rouge. C'est-à-dire, je me lève, je prends ma voiture et je m'arrête au feu rouge. Et ce feu d'ailleurs est rouge, il n'est pas bleu, il n'est pas violet, et je m'arrête. Et il y a un moment, quand je reprends ma question telle que me l'a posée Maître Konaté, c'est de savoir le sens de certaines des actions qu'on prend et pourquoi on aurait le sens de ce space sur la construction de la démocratie. Est-ce que ce serait le régime naturel qui nous siérait à nous, Africains, à tous? Et pourquoi est-ce que nous nous dirigerions vers cette forme de gouvernance, ce mode de pouvoir? La première intervenante était intervenue en rappelant sur les principes que c'était le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je crois que la réflexion qu'on a sur le pourquoi et le sens de la démocratie, quand on prend un peu de recul et en observant sur le continent, c'est finalement le fait que ces principes directeurs-là qui devraient incarner ce mode de gouvernance n'est pas respecté dans la plupart des pays. Parce qu'il n'est pas respecté dans la plupart des pays, il crée une immense contradiction entre
les valeurs et les principes qu'ils disent et la réalité de ce que peuvent observer les citoyens, surtout ceux qui ont la chance justement de pouvoir être formés, informés et qui se rendent compte non seulement des souffrances, des violences, des injustices que crée ce système. Quand on va aller même plus loin et se demander le sens et le pourquoi de ce régime politique, c'est de se dire que c'est un régime qui, ou même tout régime politique, ce qu'il attend des populations ou des citoyens, c'est une obéissance. C'est cette servitude. On revient souvent à ça. C'est également le fait d'avoir, pour les dirigeants, la légitimité parfaite qui leur permette de prendre les décisions pour la population. Et on se rend compte que l'aboutissement entre ce qui est demandé dans le contrat au peuple par rapport au fait d'accepter ce transfert donc du pouvoir qui lui appartient, de le donner à des représentants ou de le prêter temporairement à des représentants, se traduit par ensuite ces mêmes représentants des stratégies de conservation de ce pouvoir et des actions qui sont a priori, si elles ne sont pas volontaires et exprès, ne se traduisent pas par une amélioration du bien-être des populations. Parce qu'en échange de cette soumission, l'échange devrait être le gain que peut en tirer la population. C'est un gain qui doit se traduire, comme a pu le dire certains des intervenants dans l'éducation, qui doit se traduire dans la disponibilité de biens matériels, mais c'est un gain aussi qui doit se traduire à divers degrés entre l'extérieur. Nous sommes les enfants d'un continent qui a été soumis et dominé par à la fois les mondes arabes et par l'Occident, et qui, à l'intérieur, est encore dominé par des élites qui prennent le pouvoir du peuple et en fait sont en totale exploitation de ces ressources qui sont communes, qui deviennent des ressources non pas communes, mais de privilégiés d'une élite qui se l'accapare par rapport à son action et ce qu'elle va faire. Et finalement, on se rend compte que les soubresauts qu'on a observés ces dernières années, ceux des putschs ou des régimes militaires, ceux aussi de contextes internationaux un peu troubles, où on a le retour de puissances qui étaient un peu plus silencieuses sur la scène internationale. On peut penser à l'Inde, on peut penser à l'Indonésie aujourd'hui, on peut penser au Brésil, on peut penser particulièrement pour nous en Afrique à la Russie, on peut penser encore à l'assertion très forte de la Chine, créer une sorte de mouvement non seulement de comparaison entre le sort de notre continent dans sa globalité et celui de ces autres nations-là qui aujourd'hui, non seulement satisfaites d'avoir réglé une partie de leurs besoins intérieurs, sont capables de se projeter et d'avoir un véritable pouvoir d'action sur l'extérieur. Nous sommes depuis pas si longtemps, je crois, le premier lieu géographique avec le plus haut taux de suicide. Nous sommes encore la dernière zone du monde avec le, le taux de pauvreté et le taux de pauvreté extrême le plus élevé. Et face à ça, nous sommes en phase de dirigeants qui n'arrivent pas nécessairement à incarner les considérations de justice, de partage, de redistribution d'une part, de légitimité politique, qui n'incarnent pas les principes qui devraient porter cette démocratie. Ça, c'est pour la prise de recul. Donc le pourquoi, c'est pour le peuple. Et on peut s'interroger de se dire donc aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment de perspectives sur cette démocratie-là si elle n'est pas réformée, si elle n'est pas changée pour mieux correspondre à ce que vont souhaiter les populations. Et à cela, elle, cette difficulté, ou en tout cas cette contradiction, elle permet en fait aux démocrates de se tirer dans le pied, de jouer contre leur propre camp. La raison pour laquelle ils vont jouer contre leur propre camp, c'est que dans ces injustices qui sont créées, dans ces difficultés des régimes démocratiques, parce que ce sont des régimes qui, a priori, dans leur fonctionnement, vont se situer, vont se dérouler avec un pouvoir qui est partagé. On a certes des figures puissantes de chefs, mais on a des élites un peu massives qui peuvent se créer. Dans notre cas, un régime autoritaire, un régime qui est beaucoup plus incarné pour une population qui, justement, parce qu'elle n'a pas accès à l'ensemble des moyens d'information, ne peut pas forcément avoir toute la totale représentation de l'utilité de tel corps de l'État, de l'utilité de tel projet économique, ou même avoir des questions des questionnements sur la légitimité de certains niveaux de cercles économiques sur l'État, les ressources, les mines, etc., l'agriculture, les terres.
on en vient à avoir finalement souhaité qu'il y ait des messies, des personnes qui puissent intervenir et en fait rétablir une certaine forme de justice pour les populations et pour les citoyens. C'est cela, je pense, qui est l'une des principales difficultés à mettre en perspective. C'est d'avoir finalement réussir à faire accoucher d'un système et d'institutions qui continuent d'œuvrer pour le peuple, maximiser leur bien-être et être capable de répondre aux défis non seulement d'avant, qui sont ceux qui restent que l'Afrique reste une terre d'intérêt pour des puissances étrangères, qui sont aussi qu'il faut continuer à pouvoir affermir et consolider les éléments de justice. Et en même temps, de pouvoir concilier les différents, tout ce qu'il y a de différence à l'intérieur même de nos territoires, parce que bien plus même que la question des régimes autoritaires, je crois qu'il y a une autre menace qui est nécessaire à résoudre à travers justement la réforme, les réformes démocratiques, c'est les risques de partition. C'est les risques de partition que nous avons dans les pays arabes, avec le Sahara occidental, avec la Libye. C'est les risques de partition que nous avons dans le Sahel. C'est les risques de partition que nous avons dans les États d'Afrique centrale ou les États d'Afrique de l'Est. Je crois que prendre en compte ces dangers et prendre en compte aussi les différentes solutions qui peuvent émerger de la part de non seulement des dirigeants, de la part aussi des modèles qui peuvent être régulièrement invoqués, qui vont être ceux des réussites, des îlots de démocratie autour de nous. On peut parler peut-être du Cap-Vert, on peut parler des Seychelles, on peut parler du Botswana qu'on va régulièrement invoquer, peut-être reparler encore de l'Afrique du Sud. Mais ce sont des exemples qui permettent au moins de reprouver aux citoyens que sur notre continent, à divers degrés, à la fois en allant chercher dans notre histoire et dans notre présent, nous avons été capables et nous sommes capables de réussir la transition vers des régimes démocratiques. Cela ne doit pas être complaisant. Elle ne peut pas être complaisante vis-à-vis des élites, qu'elles soient politiques. Elle ne peut pas être complaisante vis-à-vis des élites qui sont religieuses. Elle ne peut pas être complaisante vis-à-vis des élites militaires, vis-à-vis des pouvoirs de l'argent, en sachant que, justement, dans un processus de démocratisation, il ne peut pas être fixe et nous allons arriver à des successions d'équilibres qui vont se faire sans heurts. Au contraire, au fur et à mesure qu'on a des séparations et des redistributions comme ça du pouvoir, on peut s'attendre à ce que différents groupes d'intérêts qui ne sont pas forcément les plus vertueux possibles s'attendent à pouvoir consolider des positions sur le pouvoir, ne pas vouloir revenir dans le jeu, de le redistribuer et de permettre qu'il y ait un meilleur fonctionnement non seulement des institutions. Pourquoi nous voulons arriver à un parangon et une perfection démocratique, c'est parce que ce n'est que cette perfection que je pense, modestement, et peut nous sauver sur le plan de réaliser les objectifs, parce que on voit que ce sont les régimes démocratiques, lorsqu'ils arrivent à incarner ces valeurs de partage, de redistribution, lorsqu'ils arrivent aussi à admettre les considérations sociales parmi les plus importantes, sont des régimes qui arrivent à être performants et satisfaire aux désirs de leur population. Lorsqu'ils ne remplissent pas le mandat, les régimes démocratiques qui ont été trahis, qui sont ceux des dictatures en cravate, ressemblent totalement au régime militaire. Ils sont peut-être plus souhaitables, peut-être qu'on va les apprécier de façon moins violente, mais il faut peut-être aussi, au niveau de nos élites, qu'elles soient intellectuelles, économiques, assumer le fait qu'une violence diffuse dans le quotidien ne va pas forcément être mieux qu'une violence radicale tout de suite, qui peut être considérée par une partie des populations comme des sacrifices nécessaires. Donc, par rapport à cette mise en perspective, je pense qu'il faut quand même pouvoir rappeler les principes et l'utilité des systèmes démocratiques, non seulement pour une question de performance, pour une question de transparence, pour une question de pouvoir aussi responsabiliser les dirigeants sur leur action et sur leur bilan, pour une capacité à pouvoir leur faire perdre le pouvoir et à terme de pouvoir de mieux en mieux favoriser l'éducation, non seulement des générations futures, permettre aussi et de se dire que c'est par la seule façon du nombre que nous allons pouvoir attaquer des défis de demain où les tensions sur les ressources vont être de plus en plus conséquentes, où nous avons besoin de consensus africains sur
la gestion de ces ressources-là, et nous avons besoin aussi de calme et de force par rapport à des soubresauts sur des menaces autoritaires qui sont déjà présentes sur le continent. On peut penser par exemple aux groupes djihadistes qui nous menacent dans le Sahel, ou on peut penser aux groupes paramilitaires qu'il y a dans des zones d'Afrique centrale. Je crois que lorsque on finit de se dire ça, maître, je ne savais pas comment passer de la transition du constat, en y réfléchissant beaucoup, à celle de la proposition. En passant d'une part, en se disant, on a observé les problèmes, on est conscient des difficultés qui sont devant nous, mais comment est-ce qu'on pourrait en finalement sortir de nos propres corps, proposer des réformes qui soient engageantes, des réformes qui soient satisfaisantes aussi pour les populations et qui permettent néanmoins de garder un fonctionnement qui soit optimal. Je crois que derrière la question de la démocratie, celle qui se pose pour la plupart des pays africains, c'est aussi celle de la réussite de la centralisation administrative, de la bureaucratie, de la technocratie, de tout ce qui est des corps sociaux, de tout ce qui est du syndicalisme, etc., etc. Et là-dedans, je n'avais pas forcément de choses, j'ai envie de dire, intelligentes ou au niveau de ce panel. Néanmoins, je ne suis pas en train d'éliminer les décisions les plus, quelques propositions que j'allais quand même mettre sur la table. Je crois qu'il faut pouvoir jouer sur des affichages, mais jouer aussi sur des mesures un peu fortes qui vont permettre aussi de pouvoir mieux légitimer tout ce qui est des institutions démocratiques et des périmètres de son fonctionnement à l'intérieur des différents corps sociaux. Que ce soit la question des femmes, la question des représentations au niveau de la jeunesse, la question des pouvoirs traditionnels, la question même des confréries, la question des autorités religieuses, voire celle des chefs de guerre. Et de pouvoir avoir aussi cette façon, je pense vraiment, peut-être pas révolutionnaire ou brutale, de ramener les dirigeants, en tout cas les dirigeants les plus importants, régulièrement face au peuple. Soit parce que on est capable, par exemple, de mettre des modes de tirage au sort, soit parce qu'on est capable d'instaurer des limites très strictes de mandat, soit parce qu'on va leur interdire, par exemple, de se soigner à l'étranger, soit parce qu'on va leur interdire d'avoir des doubles nationalités, soit parce qu'on va permettre de les révoquer, d'avoir des outils comme le référendum de mieux en mieux utilisés, mais l'ensemble des outils qui sont utilisés avec succès dans notre pays, qui permettent de renforcer le sentiment démocratique et de sentir en réalité que l'État n'est pas le jouet de quelques-uns et en réalité la chose de tous, doivent être accueillis avec, je pense, énormément de considération et doivent être ce sur quoi on puisse se réunir pour bâtir pour l'avenir, en sachant pertinemment que la question de trouver la synthèse d'un modèle qui soit africain, c'est une question qui est nécessaire parce que on sent, et les populations sentent que l'outil, ou en tout cas l'idée démocratique, sert d'outil de domination extérieure vis-à-vis nous-mêmes de nos propres modes de gestion. On voit régulièrement nos dirigeants dans des assemblées internationales, sur tout ce qui est des politiques de gouvernance, ce qui est des sujets qui vont toucher au climat, qui vont toucher aux emprunts, à la dette, être en fait beaucoup mieux en dialogue vis-à-vis d'organisations extérieures qui vont l'être vis-à-vis de leur peuple et vis-à-vis de leurs responsabilités face à ce peuple. Et donc, cette synthèse-là, elle est nécessaire pour pouvoir, en fait, ramener tout le monde, je pense, à la maison et à la raison par rapport au futur. Donc, qu'est-ce qu'il en est de possibilités de développement alternatif? Je crois beaucoup aux organisations régionales. Je pense, comme disaient les propos, par exemple, du doyen Ahmed Sommet tout à l'heure, que si nous ne nous rassemblons pas, nous sommes bien sûr beaucoup plus menacés face à des puissances qui sont très importantes en termes de population, en termes de PIB, en termes de capacité financière, en termes de capacité administrative, et qu'il faut qu'on soit capable, au-delà des synthèses nationales, aussi d'avoir une perspective démocratique qui soit régionale et continentale. Et sur ce, je conclue mon propos. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Frau. Très bien, merci pour cette brillante intervention. Je vais redonner la parole donc à Maître Konaté dans le cadre de ce groupe 4 perspectives démocratiques. Maître Konaté va nous entretenir sur
La question de savoir si la démocratie est d'essence ou de perspective universelle. Et ensuite, il enchaînera avec la conclusion de ce space extraordinaire. Merci, maître. Vous avez la parole. Merci infiniment, Brigitte. À la suite de tous les autres, bien évidemment, vous l'avez rappelé, je vais donc parler de la démocratie qui serait d'essence ou de perspective universelle. Bref, pour parler simplement de l'universalité éventuelle de la démocratie. Je me suis autorisé simplement à citer Tocqueville, qui disait que instruire la démocratie, ranimer, s'il se peut, ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, adapter son gouvernement au temps et au lieu, le modifier suivant les circonstances et les hommes, tel est le premier des devoirs imposés de nos jours à ceux qui dirigent la société. Cette citation nous place dans un contexte évident de relativité. Cette situation nous indique que le contexte démocratique ne peut être que spatial et cette citation nous indique également que la démocratie ne saurait être aux antipodes des gens, aux antipodes de leur environnement, aux antipodes de leur contexte. Bien évidemment, on sait aujourd'hui que la démocratie est le pire des systèmes de gouvernement, à l'exception de tous les autres, parce que la démocratie n'est pas le seul système de gouvernement. À côté de la démocratie, il y en a bien d'autres. Bien évidemment, on peut faire le constat également que la démocratie est construite sur des bases de lois. Elle crée aussi des droits au profit des uns et des autres, et la démocratie installe justement la justice, qui est l'instrument, l'administration qui est compétente donc pour sanctionner dans un contexte de démocratie non seulement la violation de la loi, mais aussi la violation du droit et tout ce qui peut éventuellement concerner la rupture des égalités, notamment les égalités entre les citoyens, où chaque fois que la perspective en démocratie ne prend pas en compte l'intérêt général, qui est quand même le postulat de base, l'intérêt général étant composé de la masse des intérêts particuliers. Nous savons également que la démocratie est aussi le système de gouvernement dans lequel, à la différence des systèmes autocratiques, en démocratie, les libertés fondamentales sont affirmées, les droits individuels et collectifs sont affirmés, et la non-observation des libertés fondamentales et des droits individuels et collectifs peuvent éventuellement être sanctionnés dans le contexte que j'ai indiqué. L'égalité entre les citoyens dans un système de démocratie se manifeste du point de vue politique par le droit de vote, qui est le premier droit qui permet à un citoyen d'être à la fois électeur et éligible. Bien évidemment, on peut faire le constat qu'aucun régime non démocratique ne présente les avantages et les garanties que je viens d'énumérer. Je les énumère pour faire la différence avec d'autres systèmes de gouvernement, notamment tout ce qui concerne les systèmes d'autocratie qui sont aux antipodes de la démocratie. Quand on prend en compte, bien évidemment, les différentes évolutions de la démocratie, depuis la Rome jusqu'à la Grèce, on se rend compte aujourd'hui qu'elle est passée par des chemins, elle est passée par des étapes, et il a été rappelé tout le long que la question de l'égalité, notamment la question de la participation des femmes au processus de désignation du dirigeant n'était pas évident. La démocratie a été aussi censitaire et la démocratie n'a concerné dans ces sociétés qu'un nombre réduit de personnes
ou de personnalités qui pouvaient éventuellement prétendre à l'exercice du pouvoir. Quand on prend même dans le contexte occidental, et que l'on passe en revue l'évolution de la démocratie dans un pays comme l'Amérique, et comparé donc à des systèmes de démocratie en Occident, en Europe occidentale notamment, la mère de la démocratie étant l'Angleterre, et les différentes évolutions de la démocratie ont été constatées dans un contexte révolutionnaire, notamment français. Les formes de la démocratie sont variées, mais toutes ces formes que j'indique par-ci par-là ont des caractéristiques communes qui en font donc l'essence. Et si nombre de ces limites aujourd'hui sont pointées du doigt, notamment par les imperfections que l'on peut constater par-ci par-là, et l'une des imperfections qui a été pointée du doigt dans un contexte africain est essentiellement l'organisation du suffrage. Le suffrage universel, qui peut être à la fois direct et indirect, mais quand on passe en revue aujourd'hui la construction de la démocratie dans nos États au sein du continent, nous nous rendons compte que la première faiblesse du système démocratique est le ratage complet de l'organisation convenable des scrutins d'une part, de la participation encore plus convenable au scrutin et surtout de la justice post-scrutin. Non seulement l'électeur est mal identifié, mais en même temps l'élection est mal organisée et la suite électorale est appréhendée dans des conditions assez difficiles et assez chaotiques en ce qui concerne la justice électorale. Ces éléments sont pointés du doigt comme étant des faiblesses, et ce sont ces faiblesses justement qui font que aujourd'hui les populations africaines se détournent de la démocratie, remettent en cause les performances de la démocratie et surtout sont loin de penser que la démocratie est un instrument, un système de gouvernement universel dès lors qu'ils le rattachent à l'Occident, dès lors qu'ils indiquent que le fait de le sortir hors cadre d'Occident fait qu'aujourd'hui la démocratie a du mal à se dérouler. Mais c'est parce que la démocratie est d'abord par nature un perpétuel recommencement. La démocratie est un système de gouvernement qui n'est jamais achevé, qui est toujours inachevé et sur lequel il faut toujours jouer, rejouer et rejouer. L'acquis démocratique est toujours susceptible d'être mis en cause quand vous regardez aujourd'hui le développement politique et institutionnel dans un pays comme l'Amérique, où pour l'une des premières fois, de façon évidente, nous avons assisté à la plus grosse contestation d'un processus électoral, notamment le vote par procuration, notamment le vote électronique. Cela s'était vu dans une élection précédente avec Hillary Clinton, mais les contestations n'ont jamais atteint ce niveau tel qu'il s'est déroulé dans l'élection qui a opposé Joe Biden et Trump. Et quand on voit les perspectives électorales, quand on voit les contestations électorales, quand on voit comment les gens tentent de remettre en cause le processus électoral, on a tendance à penser que la démocratie est un instrument, un véhicule qui a besoin toujours de performance, qu'il n'est jamais acquis que le processus électoral, une fois mis sur rail, n'est pas capable de dérailler. Quand vous voyez comment tout ce qui a fait le lit de la guerre, notamment le racisme, notamment l'antisémitisme, à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, à l'origine de la défection de pays immenses comme l'Allemagne, comme l'Italie et comme le Japon, qui ont été mis sur le banc de la société, qui ont été exclus d'un système politique pendant très longtemps, l'Allemagne qui a été disloquée entre le camp de l'Occident et la Russie pendant très longtemps, parce que simplement on a constaté, on a indiqué que le comportement des Allemands dans le cas du nazisme et des Japonais
et des Italiens étaient des comportements qui étaient anormaux, et ce sont ces comportements qui ont fait que le système politique qui a pris le dessus le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a installé un système de démocratie, et ces trois pays étaient presque sous tutelle, étaient presque sous contrôle. Quand on regarde aujourd'hui comment ces phénomènes reviennent dans un débat politique au nom de la liberté de penser, au nom de la liberté d'expression, on n'est pas loin de penser que dans les États africains, la démocratie a du mal à prendre, mais lorsque la démocratie a pris dans des pays comme la France et ailleurs, il n'est pas exclu que la démocratie soit totalement niée dans ses évidences, notamment dans l'affirmation de ses libertés. Ne le nions pas. La démocratie est un acquis, certes, mais il n'est jamais un acquis définitif. Elle présente bien évidemment des caractéristiques qui doivent sans doute et sans cesse être préservées. Être préservées sans confondre la garantie des libertés, la démocratie elle-même est le régime dans lequel le respect des libertés est mieux assuré dès lors que les remises en cause fondamentales ne prennent pas le dessus sur des éléments qui semblent acquis. En indiquant le caractère universel de la démocratie, en rappelant dans quelle mesure cette source démocratique, lorsqu'elle est universelle, peut être pérenne, on doit se mettre d'accord uniquement sur un certain nombre de postulats qui sont indiqués, mis en avant et préservés par la démocratie. Dans un système de démocratie, bien évidemment, ceux qui ont décrit l'État dans ses composantes concernant les différents pouvoirs qui existent au sein de l'État, notamment le pouvoir de faire les lois, le pouvoir de juger et le pouvoir de gouverner, on se rend compte simplement que dans un contexte de démocratie, ces pouvoirs peuvent être à la fois restreints ou étendus sans que l'impact démocratique ne vienne anéantir l'existence de l'État dans son socle. On sait également que dans un système de démocratie, les institutions républicaines peuvent varier sans pour autant jouer sur la performance de la démocratie. C'est bien pour cette raison que les sociétés de notabilité qui peuvent se retrouver dans le contexte démocratique africain, dans le processus institutionnel africain, ne sont pas forcément antinomiques, ne sont pas forcément source d'obstacles démocratiques. La question de la justice et la manière de rendre la justice peuvent être appréhendées de manière distincte selon les sociétés, selon les environnements sociaux, selon l'objectif de justice que nous recherchons. Quand on regarde aujourd'hui des types de justice traditionnels dans nos sociétés africaines qui mettent en avant aujourd'hui la coutume, la tradition et un peu de religion pour rendre la justice aujourd'hui, y compris dans un contexte de démocratie, l'objectif de la justice, c'est de rétablir la violation du droit, c'est de rétablir la violation de la loi, c'est de rétablir les ruptures, notamment des ruptures d'égalité. C'est pour cela que l'universalité doit être appréhendée du point de vue de la structure de l'État, sans doute du point de vue de la séparation des pouvoirs, sans doute de l'existence d'une justice en tant que telle, mais au-delà des socles, la manière, par exemple, d'appréhender l'intérêt général peut varier. La manière d'appréhender la question de l'égalité peut varier au point que nous avons des sociétés qui, a priori, semblent être inégalitaires, mais qui retrouvent la notion d'égalité sous d'autres angles. L'élément de solidarité intervenant dans le cadre des sociétés qui recherchent, en plus de la solidarité, des éléments de cohésion, de manière à ce que les sociétés ne soient pas seulement des sociétés de justice, mais plutôt des sociétés de justesse. Le débat fondamental de la question de l'universalité de la démocratie doit être suffisamment relativisé. La démocratie elle-même
combiné donc à l'état de droit tel que Amine nous en a parlé, l'état de droit, c'est l'exigence qui est faite à tous les citoyens, quels qu'ils soient, de se soumettre au droit, de jamais se démettre du droit, y compris lorsqu'on est à la tête de l'État. Mais les États de droit demandent un minimum de confort pour les citoyens, bien évidemment, parce que dans un no man's land, on ne peut pas parler d'État de droit dès lors que les obligations réciproques et les responsabilités des uns et des autres ne sont pas définies dans le temps. La démocratie, combinée à l'État de droit, assure que le pouvoir ne puisse jamais se muer en despote et elle repose sur 4 piliers qui en font un projet politique partagé. Je parlerai de ces 4 piliers, bien évidemment, pour terminer mon propos. Premier pilier, c'est que la démocratie ne peut éclore sans liberté. Le pendant direct de la démocratie est la liberté. L'anéantissement de la liberté dans des sociétés ne constitue rien d'autre que la dictature et l'autoritarisme. Le rôle premier dans le cadre de l'état de droit, c'est de garantir les libertés et surtout de les protéger. Bien évidemment, la liberté individuelle, elle peut être collective. L'expression de la liberté individuelle ou la manifestation de la liberté collective ne doivent absolument avoir aucun obstacle en face, si ce n'est celui du droit, celui de la loi. Je rappelle simplement que selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté est, avec la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est bien pour cela que vous entendez que dans les sociétés démocratiques, la liberté est tout aussi sacrée que le droit de propriété, et le sacre du droit de propriété se manifeste justement par la reine des propriétés qui est le titre foncier. Vous entendez souvent de la bouche des juristes que le titre foncier est inattaquable. Il est inattaquable parce qu'il est l'expression du droit de propriété et la sûreté et la résistance à l'oppression qui est l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Liberté d'un côté et droit de propriété de l'autre. Elle se décline également en liberté d'opinion, en liberté de réunion, en liberté de manifestation, en liberté d'association, en liberté de presse, en liberté de vote. Toutes ces libertés sont les unes et les autres indispensables au fonctionnement de la démocratie. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans des États totalitaires ou autoritaires, lorsque vous êtes dans un contexte de changement anticonstitutionnel, la première des réactions, c'est d'anéantir l'ensemble de ces libertés. Cela se voit dans des sociétés AES aujourd'hui, comme cela a pu se voir en Guinée-Conakry, comme cela a pu se voir dans un pays comme le Tchad, pour ne parler que des exemples qui nous entourent. Cette situation d'anéantissement de la liberté s'est vue dans des contextes autres qu'africains, notamment en France. Bien évidemment, les pouvoirs exceptionnels résultent de cette situation et c'est pour ça que dans nos sociétés ouest-africaines et du Sahel, on a tendance à penser et à justifier l'anéantissement des libertés, des droits par le caractère exceptionnel de la situation liée au terrorisme ou à la lutte contre le terrorisme. C'est surtout dans les situations exceptionnelles qu'on a besoin d'affirmation de droits, parce que l'affirmation des droits et des libertés en situation exceptionnelle reste plus encadrée encore. On peut éventuellement créer un espace de vide, mais l'espace de vide est toujours comblé en situation de poste. Que ce soit un état de siège, ou que ce soit dans quelque situation exceptionnelle que ce soit, dans la Ve République, cela résulte des pouvoirs exceptionnels qui sont déclenchés dans le cadre de l'article 16. Nous avons tous, dans nos pays, l'équivalent de l'article 16. Ça se manifeste par des états d'urgence, ça se manifeste par des états de siège, mais lorsque vous voyez, par exemple, les états d'urgence qui ont été déclenchés dans le cadre de la période Covid, qui ont permis, en sens inverse du bon sens, de prendre les lois,
dont la vocation était de préserver la santé, mais les lois ont été prises dans des conditions en violation des règles et procédures budgétaires, en violation également des règles et procédures en matière de finances publiques. On a essayé de justifier la fin par les moyens, et aujourd'hui, les moyens qui étaient très peu orthodoxes au plan budgétaire ont permis juste de combler un vide sanitaire et éventuellement de résoudre un problème dont l'impact est sur l'intérêt général. C'est pour ça que vous avez vu des scandales en matière de Covid dans des pays comme le Cameroun et au-delà. Et c'est pour ça que vous avez eu également des scandales lorsque dans nos pays, y compris le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où aujourd'hui aucune dépense militaire et sécuritaire n'est contrôlée suivant les modes administratifs et de finances publiques que nous connaissons. La démocratie, quatrième élément, c'est le gage du pluralisme sans lequel elle n'est que façade. Bien évidemment, ce pluralisme explique que si en démocratie, l'opposition ne gouverne pas puisqu'elle n'a pas la majorité, pour autant, il est légitime que l'opposition, même faible, ne soit pas plus affaiblie. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner l'occasion et le droit de s'exprimer, ne serait-ce que pour elle, un jour, de devenir majorité. Le contexte de la démocratie est universel sur des socles évidents qui concernent la structure de l'État, qui concernent le minimum d'institutions, qui concernent l'existence de la justice. Mais au-delà, ce socle peut lui-même varier, tenant compte des réalités, du contexte et surtout de l'histoire et des différentes évolutions qu'il y a. Le débat que nous avons eu aujourd'hui, pour terminer avec ce sujet de présentation et pour attaquer la conclusion, nous a permis simplement d'entendre environ une douzaine de personnes sur 4 groupes qui, au fil des débats, au fil des discussions, se sont rendus compte que ce qui nous oppose tous les jours n'est pas loin de nous réunir. Que ce qui nous oppose tous les jours n'est pas loin de nous réunir dans la mesure où l'objectif démocratique ne tient à rien du tout qu'à construire le bonheur des populations. Et en construisant le bonheur des populations, on se rend compte que quel que soit l'angle sous lequel on le prend, quelle que soit la manière avec laquelle on le dit, quels que soient les mots et les concepts que vous utilisez, vous arrivez simplement aux mêmes fins. C'est pour ça que, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation, d'abord dans le groupe 1, le contexte démocratique, vous avez entendu avec quelle doigté Brigitte, Daouda et Aïssata Ali ont présenté le concept de démocratie, la souveraineté qui y est liée et l'universalité sous l'angle de Brigitte. Au-delà de ce système de démocratie, d'évidence, on s'est rendu compte que ce système de démocratie ne peut pas tomber ex nihilo, qui ne peut pas être imposé, y compris par des bailleurs de fonds, y compris dans le cas de la coopération forcée, et que ce système de démocratie a beau avoir des avantages, n'est pas sans inconvénient dès lors qu'on ne prend pas en compte tout ce qui peut être apport de la tradition à la démocratie et tout ce qui peut résulter de nos valeurs communes, communautaires et ancestrales. À côté de la démocratie, le rôle des plus jeunes dans leur genre et dans leur sexe n'est pas sans difficulté dès lors qu'il faut appréhender toutes les problématiques de différence qu'il y a suivant l'âge, de différence qu'il y a notamment dans le genre, de différence de sexe qui, au lieu d'être des obstacles, doivent être plutôt des avantages pour lesquels, au titre de la parité, il faut tirer le maximum de profit et d'avantages. Dans le groupe 2 sur le pouvoir et la dévolution du pouvoir, Sega Diarra, Ibrahima Thioune et Mex ont essayé d'aller au-delà,
Premièrement, en ce qui concerne Sega Diarra, sur la question de l'accès au pouvoir, de la dévolution et de la problématique de l'alternance, vous a donné des exemples concrets aujourd'hui, en passant de nos sociétés traditionnelles où on héritait du pouvoir par le sang. Il a mis en évidence aujourd'hui que ce système paraît inadapté aujourd'hui dans notre contexte actuel, mais que l'alternance est une évidence absolue dès lors que l'alternance est le meilleur moyen qui puisse donner l'occasion aux uns aux autres de s'essayer au pouvoir. À la suite de Sega, Ibrahima Tchoun, tout en parlant du scrutin, du processus électoral et du contentieux qui peut être lié dans un contexte de démocratie, est arrivé aujourd'hui à relativiser tous les concepts qui peuvent être utilisés aujourd'hui et à nous ramener un concept nouveau lié au tirage au sort. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais le tirage au sort a les avantages qu'il a indiqués, notamment que le tirage au sort ne permet pas de mobiliser des centaines de millions de je ne sais combien de fois pour acheter les voix, pour simplement s'imposer à la tête de l'État avec des voix achetées pour se mettre au service non plus de l'intérêt général, mais des intérêts particuliers qui peuvent être à l'origine de l'élection. La place, le rôle, la mission des militaires en démocratie et le sort à réserver aux coups d'État et aux changements anticonstitutionnels ont fait l'objet de développements par un sommet qui met en évidence aujourd'hui que la question de l'exclusion des militaires dans l'arène politique n'est pas forcément un choix, mais cette situation aujourd'hui résulte du cadre juridique qui existe. Bien évidemment, lorsque vous prenez la situation du militaire, qui est le support de la loi, parce que c'est la baïonnette qui donne à la loi son autorité et sa superpuissance, l'incursion des militaires dans l'arène politique, et surtout des militaires qui, aujourd'hui, ne sont plus que des arbitres, mais sont des vrais acteurs, comme on le voit aujourd'hui au Sahel, sont des situations qui peuvent alarmer et sur lesquelles, aujourd'hui, le contexte démocratique doit être assez regardant. Le groupe 3 de la démocratie en pratique nous a permis de passer en revue Société démocratique et participation et contrôle citoyen par Nadège, qui nous a donné des exemples concrets des modes et des participations éventuelles des citoyens au processus politique pour jouer toute leur partition à ce niveau, notamment l'exemple de cette association qui permet aujourd'hui d'être un référent assez important aux parlementaires lorsque une initiative de création de la loi est prise, qu'elle peut être discutée dans un contexte de participation citoyenne pour permettre simplement à des citoyens libres de réagir exactement comme ils ressentiraient les effets de la loi. L'état de droit en question, toujours dans ce groupe, a permis à Amine de le ramener à sa dimension pratique. L'état de droit, c'est d'abord la fourniture des biens et services à des citoyens et c'est aussi cela l'engagement dans le cadre d'un état de droit. C'est de fournir l'éducation, c'est de fournir la santé publique, c'est de fournir des infrastructures, c'est de fournir des biens et services dont ont besoin les populations qui, une fois accéder à ces biens et services, peuvent éventuellement jouer leur rôle de citoyen et leur mission et prérogative de citoyen dans un contexte d'état de droit. Il a volontairement mis de côté toutes les références juridiques pour aller chercher justement les références pratiques qui sont déterminantes de l'état de droit. Il y a un impact fort du droit communautaire dans toute la consolidation de la démocratie, à commencer par la CEDEAO et tous les autres droits communautaires qui peuvent en découler. Véritablement, on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans un dualisme qui a été rappelé par Dani Aïda pour dire aujourd'hui que le processus de construction démocratique n'émane pas seulement des États, mais émane également des systèmes communautaires dans lesquels les États sont des adhérents. Dani Aïda aurait pu vous dire également comment et dans quelle mesure la réaction des citoyens dans le cadre d'un pays donné
en violation de l'ensemble des engagements, dont les conséquences qui en découlent. Je pense notamment à la question des sanctions qui ont été infligées à un pays comme le Niger, à un pays comme le Mali. Et quand on a vu aujourd'hui, sous le couvert de ce que la CEDEAO n'était pas elle-même sans reproche, que les citoyens se sont mis à remettre en cause des sanctions dont les fondements existent dans le cadre de la CEDEAO, on peut simplement indiquer que ce processus démocratique aujourd'hui a du mal à se tenir. En termes d'enjeux et perspectives démocratiques, Frao a pris toutes les libertés pour justement ouvrir toutes les vannes en disant que les processus ne doivent pas être figés, mais que les processus doivent être ouverts et doivent être évolutifs. Bien évidemment, en indiquant que ces processus doivent être évolutifs, il a voulu indiquer que l'environnement est déterminant du processus d'évolution qui peut découler de tout cela. Et votre fidèle serviteur lui-même, en parlant de la démocratie qui est d'essence ou de perspective universelle, vous a mis aujourd'hui en avant le caractère relatif de l'universalité de la démocratie, ne serait-ce que sur des socles qui doivent être assez bien fixes en ce qui concerne le principe de la séparation des pouvoirs, en ce qui concerne l'existence de ces pouvoirs, notamment autour des trois et au-delà, en ce qui concerne des institutions, en ce qui concerne la nécessité d'avoir une justice. Bien évidemment, on n'a pas besoin de dire que cette justice doit être indépendante et autonome, et cette justice doit avoir la vocation de rétablir le droit, de rétablir la loi et de rétablir l'égalité lorsque tout cela est violé. En vous ayant dit cela, je reviens simplement sur la base en disant que c'est exprès que nous avons monté ce space aujourd'hui avec Ami, avec Brigitte, avec Dani, avec Mex, avec Aïssata et avec Frao. Et avec Dani, j'ai dit, pour que je n'oublie personne, avec Nadège, Ibrahim, avec Nadège, avec Ibrahim Machoun, avec Daouda, avec Sega, avec moi-même, nous avons monté ce space qui a été travaillé bien évidemment sous la coordination de Irène, que je voudrais saluer. Et ce premier temps nous a permis de vous faire une présentation qui est celle-ci. Dans un deuxième temps, Irène et son équipe technique vont travailler justement pour tirer la substance de ce qui a été dit aujourd'hui en forme de podcast qui vont être donc collés à chacune des personnes qui a eu l'occasion de faire une présentation. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais Irène informera tout le monde de manière à ce que les personnes qui ont été en face aujourd'hui pour présenter les thématiques, encore une fois, bien présentées, suffisamment bien présentées par tout le monde, que ces présentations fassent l'objet de critiques, fassent l'objet de commentaires, fassent l'objet de questionnements et fassent l'objet véritablement de tout ce dont les gens ont besoin. Donc l'instrument va être préparé, mis à la disposition sur les réseaux de débat de Cité MKO, grâce encore à la perspicacité de Irène que je salue, pour donner l'occasion d'aller dans un deuxième temps sur la partie critique. On prendra en compte les présentations, on prendra en compte les critiques et les commentaires, et on prendra en compte les réponses que ceux qui ont présenté donneront pour essayer de travailler sur un instrument. Je ne sais pas ce que c'est, s'il faut le faire au-delà du podcast, s'il faut le faire comme un documentaire, mais il est clair et net que l'initiative qui a été entreprise ici, qui pour moi est salutaire au regard de la participation des uns et des autres, est une initiative qui peut nous permettre aujourd'hui de fixer le premier socle de ce que nous appelons construisons la démocratie. Je ne sais pas si Irène a quelque chose à dire. Irène? Voilà. Je pense véritablement que le temps que Irène se connecte, donc les mêmes personnes qui ont présenté seront là la semaine prochaine pour répondre aux questions des uns et des autres. Ceci a l'inconvénient que beaucoup de gens viendront et n'ont pas participé au débat, mais on mettra quand même les podcasts pour qu'ils puissent avoir donc un élément de base. Irène? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir mes connectés. Merci à tous les intervenants
qui ont pris la parole aujourd'hui et merci aux éditeurs qui ont été nombreux et patients et qui sont allés au-delà de 2 heures d'écoute. Bravo à tout le monde. Effectivement, nous allons faire le maximum avec le reste de l'équipe pour mettre à disposition les exposés de chaque intervenant cette semaine. Nous allons faire en sorte que ce soit disponible avant samedi prochain pour que on puisse programmer un space dimanche pour permettre au public qui a suivi aujourd'hui et ceux qui vont suivre au courant de la semaine de poser des questions à tous ceux qui ont exposé aujourd'hui et d'apporter leur point de vue, de présenter leurs critiques sur le travail magnifique des intervenants. Voilà. Alors, merci infiniment Irène, mais vraiment du fond du cœur, merci à toutes les personnes qui ont présenté. Moi, j'ai personnellement suivi, vous avez été tous magnifiques, tous dans vos styles, et je pense que vous êtes vraiment des précurseurs pour le débat qui arrive, et ce débat doit nous permettre donc de venir écouter les autres, de venir les entendre et éventuellement de répondre s'il y a lieu, de clarifier s'il y a lieu, de compléter s'il y a lieu, et on est conscient qu'en vous soumettant à une durée de 15 minutes pour ces présentations, vous aurez besoin sans doute de plus d'espace, mais en 15 minutes, vous avez dit l'essentiel, et en 15 minutes, le débat a été fixé. Encore une fois, Daouda Touré, merci. Aïssata Ali, merci. Mex Sommet, un grand merci. Brigitte, un grand merci. Ibrahima Tchoun, un grand merci. Frau, un grand merci. Amine, un grand merci. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais franchement, je pense que en tant que débat de Cité MKO, on est ravis et on a atteint la pointe de 180 personnes présentes. 180 personnes, ça équivaut à 3,5 de personnes qui nous écoutent également. Et on mettra donc l'enregistrement immédiatement en ligne et les techniciens vont travailler à extraire les podcasts de vos belles présentations. Et puis, on permettra également de mettre vos belles photos sur vos podcasts et qui vont être donc sur YouTube et sur toutes les autres. Donc, on espère que nous avons acquis vos droits. On espère que personne ne viendra nous chercher des poux dans la tête. Frau nous a prévenu qu'il n'est pas en ce moment le plus beau et qu'il ne souhaiterait pas donc avoir sa photo sur le podcast. Et on trouvera le moyen justement de mettre un avatar. Voilà. Merci infiniment. Bonne soirée et pardon de vous avoir pris au moins 4 heures de temps, mais ça en valait la peine. Allez, bonne soirée. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.